Tom Novembre, bonsoir. Dans quelques instants, vous allez vous produire sur la scène de l'espace culturel de Romba. Alors première question, comment vous sentez-vous avant ce grand moment? Serein, stressé? Il y a toujours une petite tension parce que je pars du principe que il faut jamais arriver en terrain conquis, donc j'ai envie de faire plaisir, j'arrive avec des envies, donc il y a toujours l'angoisse d'arriver, d'être à la hauteur de ces envies. Après, en même temps, il y a le métier qui aide aussi à pas monter trop loin la pression. Ah, c'est comme au bon vieux temps, les pétrolettes de mon enfance. Bonsoir à tous, content de vous retrouver. 20 ans déjà ce soir, 20 ans de variété, et je ne suis pas peu fier de vous le présenter en direct, en concert, en exclusivité. Je vous demande d'accueillir pour votre plus grand plaisir l'incroyable, le phénoménal, l'extraordinaire. Ah, on me signale qu'il n'est pas encore prêt. C'est avec beaucoup d'humour et de générosité que l'artiste polyvalent Jean-Thomas Couture, alias Tom Novembre, s'est produit sur la scène de l'espace culturel vendredi soir. Devant un public tout acquis à sa cause, le chanteur a interprété les 10 titres de son dernier album, Bande de pions, mais a également repris quelques standards, comme Ma petite chanson de Bourvil par exemple. En voici un extrait tourné durant la répétition de l'artiste. Qui c'est qui m'a joué de mon temps là? Qui me fait ma petite chanson. Ma petite chanson. Ça, c'est le Jerry qui m'a joué chanson. Une répétition placée, comme vous pouvez le constater, sous le signe de la décontraction et de l'humour. Et de l'humour, l'artiste n'en a pas manqué lors de notre interview. C'est pour toi. T'as rangé toi. Toujours toi. Le public va découvrir, ou peut-être redécouvrir, votre 5e et dernier opus, Bande de pions, sorti en 2002. Pourquoi l'avoir intitulé ainsi et avoir attendu si longtemps pour sortir cet album ? Alors le temps que j'ai pris pour le faire, c'était un temps qui m'était moi nécessaire. J'ai pris une dizaine d'années, après il a fallu 4-5 ans parce que quand on disparaît du circuit, vous savez la mémoire elle est courte dans ce métier, donc je dirais on laisse un bon souvenir, mais c'est long de raccrocher les wagons. Mais moi j'avais besoin de temps parce que comme tout chacun sait, Charles-Élie étant mon frangin, je voulais pas trop jouer sur le même terrain que lui, donc j'ai pris mon temps et de la distance et pendant ce temps-là, j'ai réécrit d'autres chansons et je me suis dit, en me posant les questions de savoir vers quel genre de chanteur j'avais envie d'aller, quoi, qui ne soit pas une copie conforme ou identique à mon frangin, et puis qui en garde ce qui m'intéressait, ce qui me collait bien. Voilà, entre autres, ça c'était pour la première partie de la question. Et sinon, c'était pourquoi Bande de pions ? Et Bande de pions parce que Bande de pions c'est bande de potes, j'en ai fait venir dessus, c'est le côté, j'aime bien les sports d'équipe même si j'ai un côté one man show aussi, c'est parce que y a une chanson dedans qui s'appelle Bande de pions et qui parle de tout le monde, quoi, de l'humain dans sa plus grande acception, qu'il soit roi, reine, cavalier, fou, tour ou simple pion. Tout le monde est sur le même échiquier, chacun avec son étiquette et son costume. Mais si on gratte un peu en dessous, c'est jamais que des hommes. Et le bilan, globalement pour moi, de l'histoire humaine, il me laisse sceptique par moment, surtout ces temps derniers. Justement, en revenant à Bande de pions, vous avez fait appel à Princesse Erika, Faudel, M, Dieudonné, Kent, Alice Beauté, bien sûr Charles-Élie. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces choix ?
C'est parce que c'est des gens que j'aime bien, que j'ai croisés, avec qui je me suis bien entendu, qui ont une histoire, une personnalité, un parcours que je respecte, que j'admire, et ils ont un humour et une générosité et un talent en plus qui pouvait donner un côté multicolore à l'album. J'avais pas envie de juste du son monocorde de ma voix, même si moi je m'amuse à jouer avec. J'aimais bien aussi qu'il y ait d'autres couleurs. Et ça s'est fait assez facilement, et pour cause. C'est des gens généreux, quoi. On lui avait offert pour son anniversaire, fallait voir pour le croire. Il y avait un ananas, un gros ananas, naïf et bien juteux. Les autres étaient jaloux, ils faisaient l'amour, on sentait bien qu'ils en voulaient à son ananas. Il a demandé les gars, hey, t'en veux un bout? Ils ont tendu le cou. Ils disaient nous on veut tout, ils trouvaient que ça faisait beaucoup, surtout que lui aussi avait faim. Chacun bouquine son magazine, un pédicure, mat et chaussures, le bruit des rails horizontales berce la nuit à l'infini. Un homme d'affaires sonore comme une casserole et son voisin rouspète derrière ses lunettes. Deux militaires sirotent leur bière, l'un contrôleur sous sa visière. Les lumières d'une ville défilent comme des lucioles au ras du sol. Une dame sur un caniche de sa valise, un mangeur de sandwich en met plein sa chemise. Aïe aïe aïe, la vie dure mon pote. Vous parlez de l'absence, de la solitude, de nos faiblesses. Vous êtes sur un versant mélancolique ou plutôt triste, ou est-ce dans votre nature ? Disons, quand quelque chose me fait rire, je me dis, mais derrière le rire, il y a toujours une forme de cruauté, donc j'essaie de comprendre où est le drame qui peut susciter par réaction le rire. Et inversement, quand un truc est un peu trop dramatique, j'essaie de rabaisser l'esprit en disant, dramatique ne veut pas dire désespéré. Donc gardons foi en un avenir même s'il ne nous appartient pas. Donc je ne dirais pas que je suis un joyeux drille, d'accord, mais je ne suis pas non plus un austère et au contraire, dans l'humour, il y a de la vie, quoi. Partout il y a de la vie, ou de l'espoir, il y a de la vie et inversement. Donc j'aurais plutôt tendance à me situer entre les deux. Pour ça que je vous dis, j'écris pas. Quand j'écris des textes un peu graves, j'essaie toujours de mettre des mots simples et je dirais quelquefois en porte-à-faux. Et inversement, quand c'est des textes un peu rigolos, j'essaie de dire attention, derrière, il y a toujours une idée qui est peut-être moins amusante au premier degré. Mais bon, c'est parce que toute médaille a son revers, quoi. Qu'est-ce qui énerve Tom Novembre dans la vie de tous les jours et qu'est-ce qui vous ravit ? Alors, qu'est-ce qui m'énerve au quotidien ? La rigueur, l'administration, les trucs un peu trop carrés, les règlements, prétendant être autonome, responsable de moi-même et conscient de l'être et portant le poids de tout ça, j'ai pas envie qu'on m'en rajoute. Donc j'aime pas trop les encadrements et les choses comme ça. Donc voilà, sinon ce qui peut m'énerver, c'est des espèces d'injustices, des abus de pouvoir, des hypocrisies flagrantes et assumées avec cynisme, des choses qu'on rencontre assez fréquemment dans le milieu où j'évolue et dans le milieu, dans la ville où j'évolue la plupart du temps. Ou à l'inverse, qu'est-ce qui me ravit ? Des choses assez simples, des petits détails qu'on a peut-être des fois tendance à oublier, que ça fait toujours un petit coup de fouet dans le bon sens de se les rappeler. C'est, je sais pas, ce qui me ravit, c'est les bons résultats de mon fils à l'école, quand je vois qu'il fait des efforts, qu'il fait des progrès et qu'il en est récompensé, ça me met en joie. Ça me rend très fier aussi, parce que c'est le mien, mais c'est un regard de môme, c'est un type, je sais pas, qui se lâche. Voilà, faut pas grand-chose non plus. C'est le fruit du hasard. Ils ont pas fait exprès. Ils attendaient le bus, ils faisaient que passer quand la chose est arrivée. Ils se pressent, ils se bousculent pour voir l'incendie, la vedette, les coureurs à bicyclette, les camelots, les prophètes, les miroirs aux alouettes ou la cuisse d'une majorette. Voyeurs anonymes,
témoins oculaires, pingouins volontaires, mais qui n'en pensent pas moins sans faire de commentaires. Ils s'agglutinent autour des accidents de carrefour, touristes opportuns comme des grappes de raisin vont repartir au turbin. Coco, les badauds, spectateurs incognito. Coco. Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez en septembre 91 ? Septembre 91. Ouais, je tournais Ville-à-Vendre dans le secteur et je préparais le Soir au bout du monde pour le Théâtre Grévin quelques mois après. Donc j'étais en train finir d'écrire mon spectacle et je tournais avec Moki et toute une ribambelle d'acteurs dans la région. Ouais. Effectivement, nous vous rencontrions lors de ce tournage, donc de Ville-à-Vendre. Quels souvenirs en gardez-vous ? D'une belle aventure, c'était la deuxième avec Moki, donc j'étais assez content qu'il m'ait rappelé. Ça voulait dire que malgré les petits achoppements qu'il y avait eu sur Agent Trouble, il avait gardé un bon souvenir et réciproquement. Qu'est-ce qui me reste de ça ? Le fait d'être entouré de plein d'acteurs que j'admirais, respectais et que j'ai pu voir travailler, d'avoir passé quelques soirées sympas avec Eddie Mitchell, d'avoir pu côtoyer Philippe Léotard avant qu'il s'en aille. Ça maintenant c'est des tas de souvenirs inhérents à toute cette période-là. Voilà. Quoi d'autre ? Des allers-retours à toute vitesse à Nancy par l'autoroute pour voir un pote. Et puis une espèce de grande foire quotidienne ou orchestrée par ce gentil fou qui est mais il est fou. Elle a un homme intelligent qui fait poète pour dire qu'il existe. Mais il avait donc une voiture bleue, mais on n'a pas vu son visage. C'est pas grave, hein. Mais on sait qu'il est là. Enfin bon, à part ça, voilà. Enfin, il y en a plein des petits souvenirs, des gros, je me souviens avoir plongé dans une fausse piscine au milieu des terrils. Je me souviens d'avoir été me plonger dans des fausses mares de boue jusqu'où j'étais censé m'enliser, où je finissais par m'enliser pour de bon. Enfin, voilà, des aventures mokiesques, je dirais. Et la pharmacie des Roches. Ouais, je me souviens de cette scène où on découvrait le cadavre de Fedor Atkin dans la cave. Et je me souviens du bar qui était un peu plus loin par là, où on allait boire des coups, discuter avec les chômeurs d'à côté en attendant. Comment faites-vous pour jongler entre toutes vos activités, la musique, la peinture, la comédie, entre autres ? Je jongle pas, je les fais une par une, simplement il y en a une qui prédomine par période. J'avais envie de faire du cinoche, j'avais envie de me faire admettre et accepter comme acteur et de trouver un crédit dans cette situation-là. Après celui qu'on m'avait accordé comme chanteur mais que moi j'assumais pas bien. Donc une fois que j'ai pu replacer tout ça, je suis revenu en parallèle à la chanson, mais je fais pas les deux en même temps. En ce moment je tourne au coup par coup, ça me prend pas beaucoup de temps, c'est des petites périodes. D'une part parce que les propositions sont pas sur des longues, mais pour la plupart, et aussi parce que j'ai ce disque qui est sorti, que je l'aime bien, que j'ai envie de le défendre, et donc j'essaye d'assurer le suivi sur scène, renouer le contact. Je me suis rendu compte que j'avais plein de publics, mais ils étaient chacun dans leur territoire. Quand j'ai sorti l'album, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit ça fait plaisir de vous retrouver. Je disais, mais j'ai pas disparu, moi j'ai fait du théâtre, j'ai fait des one-man shows, j'ai fait du cinoche. Oui, mais c'est pas pareil. Ah bon. Et inversement, d'autres gens qui venaient me dire, mais alors vous chantez maintenant ? Non, j'ai fait 3 disques il y a 10 ans, 15 ans de ça. Je reprends un truc que j'essaye de pousser un peu plus loin dans une deuxième étape. Et là, parce que moi je vous connaissais par les films, par les trucs, etc. Et c'est là où on se dit, il y a des tas de gens qui m'ont repéré, mais pas pour les mêmes raisons. Alors j'espère qu'un jour j'arriverai à fédérer tout le monde. Et sur scène, en général, là, sur ce spectacle-là, en tout cas, je trouve des gens qui me disent, là, on a l'impression de vous retrouver en entier. Bon, voilà, donc c'est bien, ça veut dire que le spectacle, il me va bien, et moi je suis content dedans. Changer de quartier si t'as pas de bouclier.
Faut aller te faire soigner si t'as le crâne fêlé, si tu regardes le plancher, si t'as peur de te montrer. Gaoulouga, 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 gaoulouga. J'écris mes sketchs, j'écris mes chansons, mais j'ai jamais osé m'attaquer à un bouquin, le livre, je dirais même, que ce soit avec des images ou sans images, que ce soit une bande dessinée ou même un roman ou des nouvelles, j'ai jamais trop franchi le pas. J'ai écrit des trucs, mais voilà, ou dessiner des trucs, mais j'ai jamais eu le. Je me suis toujours dit. Bon, j'ai toujours gardé une certaine pudeur parce que je me dis, il y a des gens qui font ça à temps plein avec du talent et qui creusent ce talent-là. Moi, j'ai de la chance, je peux jouer avec d'autres cordes, donc ça me rend des services un peu en parallèle, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans la compétition ou m'aligner sur des gens que j'admire et respecte et que je n'égale pas ou que j'ai pas le sentiment d'égaler, ou même avec beaucoup de travail, il faudrait, oh là. J'attends, bon, peut-être plus tard, quand je serai vieux, j'aurai plus de temps et moins de moyens de faire le guignol. Voilà, maintenant je profite aussi de ma caoutchouterie quotidienne. Avant de terminer cette interview, je vous propose un petit jeu. Vous répondez si vous voulez. 3-4. Quel est votre plus grand défaut? Je dirais l'orgueil, parce qu'il a double tranchant. C'est pas qu'un défaut, c'est aussi une qualité. Ça rend des services, mais ça fausse quelquefois un peu le regard, donc je me méfie aussi de ça. Sinon, plus gros défaut, j'en ai d'autres. Ma femme dirait que je suis un peu radin. Moi, je dirais que je suis économe. Sinon, je peux être ronchon, pareil, j'ai une réputation de râleur le matin. Moi, je crois pas, mais pas plus que d'autres. Mais il paraît. Sinon, j'ai été plus susceptible que je ne le suis maintenant, franchement. Bon, voilà, en vrac, des trucs que je me connais, que j'essaye de corriger. Donc, voilà. Ma plus grande qualité, je crois que c'est d'être sincère et fidèle. Voilà, je crois que fidèle à mes idées, fidèle aux gens que j'apprécie et qui me le rendent. Voilà, continuant à faire confiance à ceux qui me font confiance. Encore une fois, j'aime bien les boulots d'équipe et quand ça dure, j'aime encore mieux. Voilà, et en général, j'essaie de pas tricher. J'aime pas trop la frime et la triche et le bluff. Donc, ou si je le fais, c'est en jouant, en disant regardez comment ça donne quand on se met à voilà. Donc peut-être ce serait ça, je dirais, mais c'est difficile. Hein, Qu'aimez-vous le plus chez vous? Qu'est-ce que vous voulez dire physiquement? Physiquement, ça ne se dit pas, madame. Écoutez, madame, ça ne se dit pas. Et le moi? Le moi. Ah, le moins, ce que j'aime le moins. J'aime pas trop mes doigts de pied. Parce que chaque fois que je joue au foot, je me fous en l'air les ongles. Alors ils sont pas beaux. J'aime pas trop mes fesses. Je les trouve un peu plates. J'aime pas trop mon menton. J'aurais bien aimé qu'il fasse un petit centimètre de plus. Peut-être même pas, mais un petit poil. Disons de profil, je trouve que bon. Ça, puis je pourrais en aligner d'autres, mais je vais pas rentrer dans le détail. Le meilleur souvenir de votre carrière? Ah, il y en a plein, parce qu'elle commence à tenir debout, donc le premier qui me vient en tête, c'est un jour où je jouais le Visiteur au Théâtre Marigny avec Rufus, une très belle pièce avec un beau texte, et on frappe à la loge à la porte de la loge après le spectacle, et j'ouvre la porte et je tombe sur Donald Sutherland qui rentre avec des yeux joyeux et qui me prend dans ses bras en me disant merci, c'était super. Alors, pour moi, pour qui c'était une référence et un modèle, tout d'un coup faire la collade à un de vos parrains secrets, ça c'est un moment qui me restera longtemps, voilà, par exemple. Mais bon, il y en a plein. Alors celui-là, voilà. Le pire, un des pires moments, par exemple, ça a été, j'animais une émission de télé sur FR3
pour la remise des Alfred de la bande dessinée à Angoulême, il y a ça une dizaine d'années. Et c'était un direct sur FR3 Périgueux, etc. À partir de 23h. Donc déjà c'était dans le nocturne et tout. Et au bout de 3 quarts d'heure en pleine cérémonie, le générateur il saute. Donc on se retrouve en rade, panne de faisceau, plus rien, planté. Là, qu'est-ce que je fais? Puis moi je me retrouve avec une scène et un public qui attend. Et des lauréats et des mecs qui attendent de savoir qui va avoir le prix d'eux, et puis qu'on n'a pas fini de les remettre, et puis qu'il faut meubler, et puis que, alors, allô, Dieu, là-haut, dans la cabine, vous pouvez me dire, oui, continue, tiens, on va voir ce qu'on peut faire. Et t'es planté là, et tout d'un coup, t'as le palpitant, et puis tu dis, Eddie Mitchell pourrait pas venir m'aider, tout ça. Bon, heureusement, il y a eu les Dennis Twist avec Margerin et compagnie qui avaient leur orchestre à peu près en place derrière, qui sont venus, on s'est mis à faire les nains de 1m80, ils m'ont accompagné derrière, et puis après on a fait 1 ou 2 chansons. Et on a tenu, juste fait le temps de faire patienter, heureusement ils ont trouvé une parade et c'est reparti, mais ça a été un gros calvaire. Ma région préférée, j'aime bien les Charentes-Maritimes et les Charentes. C'est un coin que je trouve assez sympa. Et c'est pas parce que Ségolène Royal vient d'emporter la région. J'aimais bien avant, même du temps de Raffarin. Mais je savais pas que c'était chez lui. Mais bon, j'aimerais bien trouver un tas de pierres dans ce coin-là pour taper ça les dimanches. Sinon, j'ai toujours une petite affection pour ma région d'origine. Mais elle n'est pas plus facile à vivre qu'une autre. Sinon, il y a vous savez, quand on a vadrouillé un peu à droite à gauche, on s'aperçoit qu'il y a plein de très jolis coins et que le Pays Basque est vachement joli aussi, que la Provence, il y a encore des secteurs qui sont charmants, qu'il y a dans les Ardennes, dans une toute autre couleur, des mystères et des trucs vachement intéressants aussi. Voilà, la programmation 2003-2004 proposée par l'Office municipal de la culture à l'espace culturel est terminée. Gageons que la saison à venir sera tout aussi riche et variée. Mange ta soupe. On m'a dit mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes. Mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe, coûte que coûte, et sans l'ombre d'un doute. Soupe aux choux, soupe aux potirons, soupe aux petits pois ou à l'oignon, soupe au lait ou soupe en sachet, soupe d'émotion, sous perfusion, soupe de fruits verts, soupe de fruits de mer, soap opéra, c'est populaire, avec des yeux dans le courbouillon qui regardent la télévision. Crème de volaille sur canapé ou pointe d'asperge au velouté, des consommés tout préparés au rayon des supermarchés. Coulis de pruneaux ou gazpacho qui dégouline de la radio. Scoop au canard, soupe à la lune, en première page des grosses légumes. Mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe, coûte que coûte, avant qu'on te la coupe. C'est bon pour les bouches à nourrir, il paraîtrait que ça fait grandir. Fondamentale cuisine de groupe, il y en a qui sont morts pour la soupe. Soupe de faillot de carnaval ou sangria électorale. Les vieux croutons nagent dans le potage, si j'en crois les derniers sondages. Mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe, mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes. Depuis que je suis petit garçon, j'en ai soupé et c'est peu dire. Et j'en ai poussé des soupirs qui m'ont laissé quelques soupçons quant au ratin conventionnel qu'on nous fait bouffer à la peine. Sous-produit superfétatoire, pourquoi pas en suppositoire. Hey, mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe, mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes. Mange ta soupe, sans
avant qu'on te la coupe, mange ta soupe, ouais, d'accord, mange